Tac. Est-ce que mon micro... Ah, bon. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet épisode débrouillard, épisode particulier parce que j'ai un invité avec qui ça s'est organisé très 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 vite. Didier Simba, Didier qui est un responsable sécurité SI, qui est plutôt une belle rencontre. Je l'ai rencontré virtuellement un petit peu par le hasard des internets. Il a écouté l'un de mes épisodes, en l'occurrence l'épisode avec Malik Fall de Polaris. Et vu que ce sont des personnes qui sont dans le même écosystème, il m'a directement interpellé par rapport à un event qui m'a tout de suite aussi intéressé, dont il va nous parler tout au long de cet épisode. Peut-être pour commencer, Didier, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci Guy de m'avoir invité. Bonjour chers auditeurs, je suis Didier Simba, responsable de la sécurité des systèmes d'information dans le secteur bancaire tout simplement. Voilà. Excellent. Didier, donc comme tu le sais, avec Malik, on a un petit peu traité déjà ce sujet sur la cybersécurité qui, pour moi, j'imagine pour toi aussi, est un sujet crucial, un enjeu même politique. On va aussi revenir dessus. Tu vas nous donner un petit peu ton avis par rapport à ça et aussi par rapport à ce que tu as écouté de Malik, si tu partages forcément tout ce qu'il a eu à dire sur l'épisode que tu m'as dit en off que tu as écouté. Donc, peut-être déjà, tu peux nous dire comment est-ce que tu en es comment est-ce que tu es arrivé à te lancer dans ce métier. Ce métier, c'est quand même complexe, on va dire. Dans l'épisode, tu as vu qu'il y avait un petit peu de difficultés à Malik il a très bien expliqué, mais quand même, il y avait en commentaire plein de personnes qui ne comprenaient pas des termes. Il y a beaucoup de termes techniques. Et toi, déjà, comment tu en es arrivé là? Est-ce que tu avais des influences, des personnes qui, peut-être dans ta famille, tes parents qui étaient dans le domaine et qui t'ont dit hey, il faut te lancer là, c'est l'avenir? Alors, déjà, je tiens à remercier Malik parce que je pense que c'est vraiment grâce à lui que je suis arrivé à tomber sur toi parce que je suis de nature très, 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 très curieux. Je fouille beaucoup et en l'occurrence sur mes sujets à moi, tels que le sujet de la cybersécurité. Et donc, je ne sais plus comment j'étais en train de fouiller sur Internet et je suis tombé sur Malik, que j'ai regardé de plus près et que j'ai ajouté d'ailleurs sur Link pour le suivre un peu plus, d'autant plus qu'il fait la cybersécurité d'abord dans mon métier et encore, il est aussi africain et il s'intéresse beaucoup plus au sujet de la cybersécurité en Afrique. Donc, j'ai écouté son podcast, j'ai trouvé ses définitions, sa présentation et tout ce qu'il disait très clair, très limpide. J'avoue qu'à 2-3 reprises, je suis arrivé il a dit des mots où je me disais, moi, je comprends de quoi tu parles, mais je ne sais pas si les autres vont comprendre. Mais voilà, après, on comprenait grosso modo ce qu'il fallait dire. Il a bien dit qu'il est formateur, donc il arrive à vulgariser quand même le langage, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident quand on est dans notre cœur de métier de pouvoir parler à quelqu'un qui n'est pas dans le même sujet. Je dirais RSSI à quelqu'un, il ne saura pas forcément que veut dire RSSI. Après, quand on définit responsable de la sécurité du système d'information, il va nous dire, ouais, mais sécurité, 9 fois sur 10, le mot que j'entends, c'est « Ah, c'est vous qui nous protégez contre les pirates, les hackers ?» Oui, mais pas que. Après, ça reste assez vague. Mais enfin, grosso modo, merci encore à Malik pour sa présentation et surtout pour tout ce qu'il a fait et qu'il fait encore. Il essaie de dégager dans son podcast quelqu'un avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qu'il met vraiment à disposition pour faire son travail. Comment moi je suis arrivé sur la sécurité SI? Franchement, par la force des choses. Par la force des choses, j'ai même envie de commencer depuis mon enfance. Comme je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais gabonais. J'ai eu mon bac dans un bac C, c'est encore l'appellation, hein, c'est le bac C, bac scientifique spécialité maths Bac physique. S, je crois, pour ceux qui sont en France, si je ne m'abuse. C'est ça, bac S, spécialité maths physique.
Mhm. Et après, j'ai fait des classes préparatoires maths sup, maths P au Gabon. Ce sont là-bas, on fait des prépas générales pour passer les concours et intégrer les écoles d'ingénieurs en France. J'ai fait une année des classes préparatoires là-bas et tout de suite, j'ai eu, par curiosité, une bourse pour venir en France sans Mhm. avoir fini ma deuxième année de SP. Je ne voulais pas attendre la deuxième année de SP au Gabon. Ouais. Donc, je suis arrivé en France et l'école que j'ai intégrée me demandait de reprendre les classes préparatoires. Et c'était Que tu encore avais plus déjà facile puisque débuté au Gabon, tu devais repartir de que j'avais zéro. 2 ans exactement, minimum, exactement. Wow. C'est 2 ans, exactement 2 ans. Donc, je recommençais tout, mais c'est pas grave. J'ai pas peur du défi. J'ai accepté le défi, j'ai recommencé. Donc, j'ai refait maths sup, maths P. Ici, là, je peux te dire que je l'ai passé les doigts dans le nez. Maths sup, maths P. Au Gabon, c'est des prépas générales. C'est toujours dit plus compliqué que les prépas intégrés. Donc, ici, j'étais dans une prépa intégrée. Je l'ai fait très facilement. Après, j'intègre le cycle ingénieur. J'étais dans une école d'ingénieurs qui faisait dans la mécanique, mécanique, électronique. J'avoue que je ne me retrouvais pas dans ce que je faisais à partir de la première année cycle ingénieur. J'étais largué. Je venais du Gabon où je n'avais même pas un ordinateur au Gabon. Et donc, pour moi, j'étais vraiment largué techniquement. Je trouvais que mes disciplines là, ça allait beaucoup plus vite que moi. Je passe en deuxième année. Pareil, je continue à ramer. Je ne me plaisais pas du tout dans ce que je faisais. Je ne me retrouvais pas. Ce qui fait que Mais je redouble il la faut quand deuxième même année. préciser, Et en deuxième année, faut quand même préciser que, comme tu disais que tu es largué, c'est franchement pour les auditeurs, par exemple, qui sont francophones, qui sont en France ou au Canada, c'est le feu et l'eau, quoi. Il y a un gros fossé, tu vois, avec des gens qui, depuis qu'ils ont 10 ans, ils ont des tablettes, des ordinateurs. Chez nous, pour la plupart, il y a des gens qui n'ont jamais touché un ordinateur et c'est lorsqu'ils sortent comme ça que, même s'ils ont des connaissances plutôt théoriques, c'est pas pareil que quelqu'un qui a déjà eu l'habitude il y en a sur cette génération-là, notre génération en France, que eux, ils commencent même déjà à toucher et à faire du code. Pourtant, ils n'ont que 10 ans, 12 ans en fait. Donc, quand on dit largué, c'est juste pour dire que quand Didier dit qu'il est largué, c'est vraiment dans le sens large du thème, quoi. Vraiment perdu, quoi. c'est ah ben, c'est clair, perdu, mais perdu de chez perdu. Je n'avais jamais, enfin jamais, j'abuse un peu parce que au lycée, en maths sup, au Gabon, j'allais quand même dans les cyber, mais quand on paye 500 francs pour avoir une connexion à 250 mégabits par seconde, alors 500 francs, c'est Presque un euro. 30 minutes pour ouvrir une page IAO, quoi. Donc, on n'a pas eu le temps de creuser, de savoir utiliser un ordinateur. Donc, en arrivant ici, je découvre tout. Les programmes sont envoyés par ordinateur, les cours, l'emploi du temps est sur ordinateur, tous les devoirs, les ceci, les cela. J'étais vraiment, vraiment, vraiment perdu. Quand bien même, j'ai été très à l'aise en maths et en physique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, maths sup, maths P ici, prépa intégrée, j'étais le meilleur de la classe. J'avais toutes les meilleures notes parce que ça restait assez théorique les 2 premières années. Mais dès qu'on devenait technique à partir de la première année cycle ingénieur, c'était difficile. Mais j'ai réussi quand même à passer en deuxième année. Et en deuxième année, je sentais que les spécialités que j'avais en face de moi, la mécanique, l'électronique, ne me parlaient pas du tout, ne me plaisaient pas. Donc, quand je reprends la deuxième année, je demande à mon directeur que je ne me plaisais pas et que je voulais changer d'école, je voulais faire autre chose. Il m'a demandé qu'est-ce qui me plaît. J'ai dit que je voulais faire informatique, alors que j'étais largué quand même. Ouais. Mais bon, je trouvais que c'est ce qui me plaisait quand même, c'est ce qui me parlait le mieux. Il m'a donc proposé d'aller dans une autre école du même groupe. C'est comme ça que je change d'école. Sauf qu'en allant dans cette école, on me dit que je ne peux pas commencer directement en deuxième année. Il faut absolument que je reprenne la première année cycle ingénieur, pas Pour les une classes préparatoires troisième maths, fois. maths, Ah, ça ok, c'est ok, ok, acquis. ok. Ouais, là, je vais Non, dire, non, non. c'est Maths, abusé là quand même. non, non, non. Ça c'est acquis. Mais il fallait que je reprenne à partir de la première année cycle ingénieur. Donc je reprends en première année cycle ingénieur parce qu'il y a des énormes bases qu'ils donnent aux étudiants dès la première année qu'il fallait absolument avoir pour pouvoir poursuivre son cursus. Donc j'ai fait la première année là-bas. Très difficilement, mais je passe en deuxième année. Et en deuxième année, ma première spécialité, c'était sécurité informatique. Là-bas, j'ai galéré. Alors là, j'avoue que j'ai eu encore une fois beaucoup, beaucoup de mal. Donc, je reprends la deuxième année. Et en reprenant la deuxième année, il y a une amie qui était dans une autre filière, c'est-à-dire réseau télécom, qui me dit, ouais, viens en réseau télécom, ça allait beaucoup plus facile. Je dis, il n'y a pas de problème. Je vais en réseau télécom. Et Mais en réseau toute cette télécom, période-là, c'est facile, c'est pas compliqué niveau. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des complications au niveau de l'administration pour ces changements? Est-ce que c'est flexible de changer comme ça, comme on veut? au niveau de l'école, ça va.
c'est facile. Et d'autant plus qu'en venant en France, j'ai été boursier du Gabon. Donc, c'est pas moi qui paie mes études. Ah, Sauf ok. qu'en changeant d'école, j'ai perdu ma bourse. Et là, je devais travailler de moi-même pour pouvoir financer mes études. Et là, c'est Justement, plus c'est ça. le parallèle que je voulais faire avec l'Allemagne où pour un changement comme ça, surtout par rapport avec les thèmes dans lesquels tu es venu dès le départ, ça pique un petit peu lorsque tu dois bosser par toi-même pour financer tout ça, quoi. Oui. Mais ça va, je m'en sortais, on va dire, relativement bien. Donc, ça se passait bien. Et donc, du Top. coup, je change de filière et je vais en réseau télécom. Et là-bas, ça se passe très bien. Et en réseau télécom, j'ai un de mes professeurs qui venait nous faire cours sur la partie sécurité et qui nous parlait, parce que même si on était en réseau télécom, on avait quand même droit à quelques notions de sécurité ici. Et lorsqu'il nous parlait, il disait qu'il était RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information. Il nous parlait de son métier avec tellement de passion et de fierté que je disais, non, il faut que je sois comme lui. Et je voulais être comme Patrick Bombal. Je disais, non, il faut absolument que je sois comme ce professeur-là. Mais je ne le disais pas. Et donc, ça allait. Et je finis dans cette école-là. Je fais mon stage. Il fallait choisir le stage de fin d'études. Et je cherche mon stage. Je me suis dit, il faut que je cherche mon stage de fin d'études dans la sécurité. En stage, je serai accompagné par un tuteur de stage. Et donc, normalement, je ne devrais pas avoir beaucoup de mal. Je ferai ce qu'il va me dire de faire et je pourrai avoir les bases pour faire la sécurité. C'est comme ça que je me retrouve en stage à la BNP. Je fais mon stage de fin d'études dans la sécurité. Et je sors de là, je retrouve à nouveau le plaisir de faire de la sécurité. Et quand je finis à l'école avec mon diplôme, je me retrouve dans mon premier emploi dans un cabinet de conseil, un peu comme tout le monde. Hein. Et dans le cabinet de conseil, j'ai mon manager que je ne citerai pas là, mais dans mon échange avec lui, il était censé encadrer ma carrière professionnelle, mais que j'admire ce manager comme tout, en fait. C'est un mec avec un potentiel impressionnant, avec des connaissances, quoique si je peux citer son nom, Thierry Azangbede, qui était mon manager quand j'étais dans mon cabinet de conseil. On le salue. Il a un potentiel. On le salue. Salut Thierry. Et je pense qu'il nous écoutera. De toute façon, je vais lui envoyer le podcast après. Il a des connaissances. Il est originaire du Bénin et le bagage intellectuel que ce mec a est juste impressionnant. Et j'ai toujours admiré ce qu'il était. Donc, en discutant avec lui, et je lui dis, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il dit, je vais être RSSI. Le mec, il me regarde, il me dit, bah, tu vas te détendre tout de suite. Pour être RSSI, il faut avoir au moins 10 ans d'expérience dans la sécurité. Je fais OK. Mais moi, je n'avais plus 10 ans à attendre. D'après, si vous avez bien suivi mon parcours, j'ai eu beaucoup de redoublements, de changements d'école et ainsi de suite. Donc, dans ma tête, je me disais, j'ai plus 10 ans à attendre. Donc, je fais une première expérience en tant que consultant. Et très vite, je me dis, non, mais en fait, si je veux réaliser mon rêve, si je veux devenir ce que je veux, bah, c'est pas en restant consultant, quoi. Sinon, c'est 10 ans qu'il faut attendre. Et effectivement, quand on regarde les RSSI aujourd'hui, c'est des mecs avec du 10 ans d'expérience dans la sécurité, ainsi de suite. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en étant… je t'ai coupé, mais c'était juste pour se rappeler que je pense que c'est pareil pour Malik aussi. Je pense qu'il a eu une bonne carrière en entreprise, même s'il disait qu'il aurait voulu peut-être déposer sa dème beaucoup plus tôt. Il a eu une bonne dizaine, une quinzaine, si je ne m'abuse, avant d'arriver à ce stade-là. Donc, tu c'est disais tantôt? exactement ça. Non, mais effectivement, Malik, je me souviens qu'il a dit qu'il a fait 10 ans chez Orange avant de partir. Et quand on lui a demandé qu'est-ce que si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu aurais pu faire, il a dit j'aurais fait ce que j'ai fait aujourd'hui beaucoup plus tôt. Eh ben, c'est ce que moi j'ai fait, quoi. Enfin, je l'ai fait beaucoup plus tôt parce que après, je suis parti et je me suis lancé dans la création d'entreprise. Je me suis dit, il faut que je crée mon entreprise, je ne peux pas continuer dans ce sens. Et j'étais en création d'entreprise, j'ai rejoint un incubateur et j'ai créé mon entreprise qui s'appelait iSystem, qui était un cabinet, à la base, un cabinet de conseil spécialisé en Non, attends un peu pour qu'on ne se perde pas. Est-ce que là, tu es toujours en même temps étudiant ou tu es employé et en parallèle, non, tu je le suis fais? employé. Et maintenant, en parallèle de ton temps, tu es en train de monter cette boîte-là, en fait. C'est ça. Okay. En parallèle de mon temps, je suis en train de monter cette boîte parce que j'avais développé un autre niveau de curiosité qui aujourd'hui m'accompagne même juste tout le temps. C'est que quand j'arrive dans un milieu, j'essaie de comprendre le milieu dans lequel je suis. Donc, en étant consultant, je m'étais rendu compte comment ça fonctionnait pour être consultant. C'est vrai qu'il faut avoir un bagage derrière pour être crédible aux yeux des clients.
Mais le business model, il est assez simple. Hein. C'est j'emploie un nouvel étudiant, je le mets en mission là-bas. C'est lui qui fait le boulot et moi, je me tourne les pouces pour continuer à vendre le business. Et puis voilà. Donc, je me disais, c'est vrai que je n'ai pas l'expérience, le bagage qu'il faut pour pouvoir être crédible aux yeux des clients. Ouais. Mais il y a une niche qui existe, ce sont les startups. Donc, si Ouais. je commençais à mettre des consultants chez les startups pour faire leur sécurité à moindre coût, avec le temps et la durée, je serais monté en compétences, en expérience, en visibilité et tout ce qui va avec pour pouvoir être un peu plus crédible. Donc, c'était ça mon image. Voilà. Et donc, j'ai créé iSystem. Et donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai rejoint pour mieux créer une entreprise. Je me suis dit, l'entreprise quand même, c'est pas un petit jeu, c'est pas quelque chose, on se lève, on crée une entreprise. Autant aller dans quelque chose qui pourrait me structurer pour mieux faire les choses. Donc, j'ai rejoint l'incubateur. Et chez l'incubateur, j'avais des coachs à la fois qui nous accompagnaient. On peut citer l'incubateur ou c'est… CI, Allô? Incuba School. C'est un petit peu Oui, coupé tu là. m'entends? Ouais, tu disais, on peut la citer ou… Oui, j'étais chez l'incubateur Incuba School de la CCI. Ah, ok. Voilà. Donc, et là, tu dis, tu avais des coachs, tu avais des gens comme ça qui vous suivaient au jour le jour et qui vous prodiguaient des Qui nous conseils. suivaient au jour le jour. J'avais des coachs dans différents axes, coach financier, coach de personnalité, présentation, de coach marketing, coach. Voilà, on avait des coachs dans tous les sujets et on pouvait aller vers eux pour leur demander des conseils. Eux-mêmes, ils venaient vers nous aussi pour nous dire comment améliorer les choses. Ils nous suivaient au jour pour voir comment ils nous donnaient des objectifs et ils voyaient comment est-ce qu'on avance, où est-ce qu'on en est qu'on est déjà atteint, est-ce qu'on a réussi à. Je me souviens d'un des coachs qui, lui, c'était comment créer de l'argent. Donc, lui, il disait, Comment faites ce que créer vous de voulez. l'argent? Moi, ouais, c'est ça. C'est ce qu'il disait en plus. Moi, tout ce que j'attends de vous, c'est que vous veniez me dire, j'ai placé un consultant en mission. Et ça me ramène Ouais. X euros. Et donc, pour lui, c'est fais ce que tu as à faire, fais ce que tu veux. Dans tous les cas, le but, c'est d'avoir de L'objectif, l'argent. c'est de faire du cash après. Voilà. C'est vraiment intéressant aussi le mindset en fait, parce que généralement, c'est bien beau de dire ouais, je vais me lancer et tout, mais lorsque tu as une certaine compétence, mais la compétence, il faut bien la vendre, quoi. Et les gens, ils ne pensent pas toujours forcément aller, ou alors, même s'ils ont plus ou moins l'idée que ça peut être important, ils se disent que non, pourquoi est-ce que je vais investir dès le départ pour une formation ou pour me faire accompagner en coaching avec des personnes qui sont déjà passées par ce vers quoi j'ai envie de tendre, quoi. Toi, le fait que dès le départ comme ça, et surtout étant aussi jeune, tu as déjà cet état d'esprit-là, je vais aller vers ceux qui ont déjà fait et ils vont me montrer le raccourci. Comme ça, je n'aurai pas besoin de faire les erreurs de ceux-là pour aller plus vite, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, lui, il nous le répétait tellement que moi, je me disais, bah oui, il faudrait que je trouve un premier client, il faudrait que je trouve un premier client. Et oui, j'ai eu un premier client. J'ai réussi à mettre un consultant en mission. J'ai même recruté une stagiaire qui a fait 2 mois de son stage chez iSystem. Et donc, j'avais 2 employés pendant un certain temps. Mais au fur et à mesure que tout ça prenait forme, les coachs m'encadraient et j'ai vu personnellement la vision que j'avais se modifier. Elle se modifiait, mais elle me faisait plaisir. Au départ, je voulais créer un cabinet de conseil dans la sécurité des systèmes d'information, qui était mon cœur de métier et ma passion, on va dire. Plus ça allait, plus je me suis retrouvé à proposer des solutions, à proposer du conseil dans la protection des données. Il faut se remettre dans le contexte. En mai 2018, est rentré en vigueur en Europe le règlement général sur la protection des données. Et donc, plus ça allait, plus je me suis orienté dans ce sens-là parce que on me disait, regarde, la sécurité, il y a déjà plein de cabinets de conseil. Si tu vas dans ça, tu vas juste trouver de la concurrence. Alors que le RGPD est en train de rentrer en vigueur, c'est là qu'il faut se positionner tout de suite. Et moi, j'ai trouvé ça alléchant et j'allais sur ça directement. Donc, ça s'est fait et en créant le contenu sur Internet, en publiant ce que je faisais, j'animais des C'était petits quoi, des déjeuners. vidéos YouTube? C'était Non, essentiellement sur Medium? mon LinkedIn. Ah, ok. Essentiellement sur mon LinkedIn. Je disais ce que je faisais. J'animais des petits déjeuners RGPD, que j'appelais petits déjeuners RGPD. J'invitais des chefs d'entreprise venir comprendre ce que c'est que le RGPD, qu'est-ce qui est attendu d'eux, qu'est-ce que c'est qu'un DPO, délégué à la protection des données. Donc, je faisais de la sensibilisation et j'expliquais ce que c'est que le RGPD. Et j'avais de plus en plus des personnes intéressées qui venaient voir. Et donc, mon link, plus je créais du contenu, plus mon link remontait en surface. J'ai été approché par
par quelqu'un que je ne citerai pas là, mais qui était dans le cabinet de conseil et qui m'a contacté en me disant, j'ai vu ton profil, il m'intéresse bien, j'ai un poste à te proposer. Et quand je l'ai écouté, il m'a dit, oui, ben, tu pourrais repartir en mission, c'est un métier qui consiste à faire de la sécurité. Le nombre de fois que je lui ai dit non, je ne veux pas, parce que je suis en création d'entreprise et je vois que c'est en train de prendre forme, il m'a littéralement harcelé. Mais quand je dis harcelé, j'avais droit à En ces fait, appels il au voulait moins 4 te fois par jour. ramener en fait Il m'appelait tous les jours. L'idée, c'était de te À ramener à ce stade, à ce que tu avais fui pour… Wow, c'est intéressant. C'est ça exactement. Moi, je me plaisais déjà dans ce que j'étais et je me disais, mais non, moi, mon truc est en train de prendre forme. Jusqu'à ce qu'il m'a convaincu en me disant, bah, écoute, tu me demandes le salaire que tu veux, je te le donne et tu iras juste pour 4 mois. T'inquiète pas, tu y arriveras, tu vas faire juste 4 mois. Et puis après, tu emmagasines ton salaire et tu pars. Je dis, OK. Donc, j'accepte le défi. Je viens, je commence à travailler dans la sécurité. Et je me dis, en parallèle, je continuerai à piloter iSystem. Ouais. Chose que j'étais en train de faire très bien. Mais au bout de 2 mois, j'ai retrouvé le vrai plaisir de faire de la sécurité. Parce que là, j'étais, tenez-vous bien, RSSI. RSSI, et je me souviens que Thierry m'avait dit non, tu ne peux pas être RSSI Oh, tu l'as en moins de cité. 10 ans. Mais là, oui, mais il sait que je l'aime beaucoup. Donc, je sais comment il va réagir, il va m'appeler, il va m'engueuler, mais bon, ça va aller. On va couper au montage. Oui. Donc, il m'a… non, mais je l'avais déjà cité tout à l'heure, hein, j'ai même cité son nom et prénom. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Wow, le mec, il se perd dans son podcast. Donc du coup, tu as ce poste qui, au préalable, était un petit peu comme le summum de tout, dont on disait non, c'est impossible. Pour arriver là, c'est minimum Ouais. 10 ans. Et là, tu atteins ce stade en un rien de temps. Et en plus, tu prends réel plaisir à bosser à ces levels-là. Et du coup, comment est-ce que tu réussis à gérer? Parce que là, j'imagine que ça doit te prendre un certain temps de faire ce taf-là et à côté de gérer iSystem qui est ta boîte que tu es en train de développer comme ça aussi en solo. Enfin, en solo, entre guillemets, il y a quelques stagiaires que tu envoies en mission. Ouais. Alors, effectivement, en arrivant, moi, ce qu'on m'avait vendu, c'était non, tu feras juste un peu de sécurité. Donc, quand j'arrive, je me rends compte que je fais des missions du RSSI. Au bout de 2 mois, je vois la charge du travail et je réalise que je ne peux pas m'amuser à être RSSI et à piloter ma boîte à côté. Et j'ai comparé donc les deux plaisirs. J'ai retrouvé le vrai plaisir à la fois d'être RSSI, chose que je visais, mais aussi à retrouver de la sécurité en lui-même, à faire de la sécurité. Donc, quand j'ai trouvé ces deux plaisirs-là, j'ai comparé entre chef d'entreprise où j'étais en train de prendre forme et la mission qu'on me proposait, j'ai choisi de continuer à la sécurité. iSystem, je m'étais associé, vu que je faisais du RGPD, je m'étais associé avec une amie qui faisait, elle, qui était juriste dans la protection des données. Donc, en m'associant avec elle, j'ai dû me réasseoir avec elle en lui disant, écoute, moi, j'ai fait de la sécurité toute ma vie, c'est ce qui m'a toujours plu. Ouais, Là, ton repartir cursus. dans le RGPD, voilà, repartir dans le RGPD, c'est pas vraiment ce qui me plaît. Je te propose de prendre mes parts et puis on voit comment est-ce que tu me les payes, mais je n'ai plus envie de continuer l'aventure iSystem. C'était un peu embêtant. On est passé par beaucoup d'avocats et finalement, iSystem a été vendu et j'ai cédé mes parts. Et le nom s'est transformé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Parce que je pense quelque chose de très compliqué, délicat. Parfois, ça finit mal. Mais là, vu que tu l'as cité en tant qu'ami, j'imagine que ça s'est terminé en bon terme. Donc, c'est pas forcément… comment ça se passe? Ça s'engueule, Non, du tout, ça ne s'est pas engueulé. Ça a pris un long moment quand même pour trouver les clauses. Qu'est-ce qu'on fait du logo? Est-ce que je le garde? Parce que moi, le logo, c'est moi qui l'avais conceptionné. Est-ce que je le garde? Parce que j'avais toujours dans un coin de ma tête de recréer plus tard, même dans quelques années, une entreprise toujours dans la sécurité. Donc, moi, je voulais quand même garder mon logo. Donc, ça a été un sujet qui était sur la table. On a dû faire appel à des avocats pour pouvoir remettre au clair beaucoup de sujets sur les différentes parts qu'on s'était données, les responsabilités, ainsi de suite. Mais à aucun moment on s'est engueulé. Non, ça va, ça s'est bien passé. Et après,
le montant des parts et ainsi de suite. Il y avait des choses qui n'étaient pas formalisées, qui n'étaient pas écrites, donc qui étaient dites par affinité. Au moment de céder les parts, justement, on se rend compte que mince, on aurait dû écrire ceci et dû écrire cela. Je me souviens plus beaucoup des détails parce que là, je parle d'un truc qui s'est produit quand même en 2018, début 2018. Mais avec le recul aujourd'hui, tu penses que ce sont des points, même si au début, quand on lance une entreprise, on a la tête dans le guidon, on n'a pas forcément le temps pour gérer. Parce que là, tu parles plus de comment on appelle ça, le pacte d'associés. Ce sont des éléments sur lesquels forcément tout le monde est en plein dans l'entreprise. On dit, ouais, on va gérer ça après. En plus, on se connaît et tout. Tu penses quand même avec le recul aujourd'hui que ça reste un point crucial à clarifier dès le départ? Ça reste le point principal, j'ai envie de dire. Quand on a effectivement, comme tu dis, la tête dans le guidon et qu'on a une boule au ventre parce qu'on a envie de créer quelque chose, souvent, on s'associe parce qu'on est des amis. Et on se dit qu'en tant qu'amis, non, ça va aller, ça va bien se passer. Mais soit au moment de la séparation, du divorce, soit au moment de quand d'une l'argent revente, rentre. ouais, Voilà. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas écrites et qu'il va falloir cadrer, quoi. Et parfois, ça se passe mal. C'est là qu'on peut justement vérifier le niveau de l'amitié que vous aviez. Souvent, moi, j'en ai connu des personnes qui étaient deux amis d'enfance, mais quand je dis enfance, ils ont amis depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 15 ans. Ils se sont mariés avec chacune des deux filles avait des maris qui étaient eux des amis des aussi. potes aussi, ouais. Donc, des potes aussi. Donc, pour montrer que les deux couples étaient amis. Mais dès que ça a clashé entre les deux filles, tout est parti en cacahuète. Hein. Les amitiés se sont explosées, les copines se sont séparées, donc les garçons aussi se sont séparés, les familles ont arrêté de se parler. Voilà, ça peut aller beaucoup plus loin que ça parce que le monde avait oublié d'écrire une seule ligne dans le pacte ça reste assez important quand même pour, comme tu l'as dit, soit un divorce, soit un exit, peut-être si la boîte se revend. Voilà. Il faut bien que c'est un terme, qu'on sache qui a quoi, qui fait quoi, mais c'est difficile quand même. J'imagine, moi, dans tout ce que j'ai vu à mon petit niveau, c'est clairement, ça reste très, très, très difficile, surtout de faire comprendre déjà ça aux autres qui auront plutôt l'impression que toi, tu as tendance à vouloir regarder ce que la boîte vaut, comme si tu as plus un intérêt financier. Mais l'intérêt financier reste quand même le point crucial, quoi, puisque tout ce qu'on fait, quel que soit le sens du projet, il y a quand même un enjeu financier qu'il faut clarifier dès le départ, quoi. C'est clair. Moi, j'ai eu la chance, comme je disais tout à l'heure, que, on va dire, la séparation se soit bien passée. Mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, il y a beaucoup de cas que j'ai entendus où ça s'est super, super mal passé. Et il faut dire aussi que moi, je priorise surtout le rapport humain. Je préfère laisser passer certaines choses en me disant, au moins, je préserve l'amitié ou la relation que j'ai avec la personne. Parce qu'on pourra se recroiser demain sur un autre projet ou sur autre chose. Ouais, effectivement. Donc moi, surtout avec les métiers que nous on fait, quelque part, même s'il y a de la tech et tous ces termes techniques dont on aborde souvent, même dans le podcast en général ou toi dans ta partie pro, ça s'adresse forcément à l'humain et parfois c'est l'humain qu'on vend quand on vend la compétence humaine. S'il n'y a pas ce bon fit qui, dès le départ, est OK, c'est que ça clash forcément, ça clash toujours un moment, quoi. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, pour revenir un petit peu sur la phase où tu vois que c'est humainement pas possible de gérer les deux, tu sais tes parts, ça prend le temps que ça prend et sinon ça se termine bien. Et là, tu es, disons, entre guillemets, à 100% sur ce nouveau poste de responsable. Excuse-moi, j'ai oublié comment ça. Tu peux redéfinir le terme de RSSI. Responsable sécurité des systèmes d'information. Effectivement. Voilà. Oui, effectivement, je suis RSSI depuis 2 ans maintenant. Comme je l'ai dit au début, dans le secteur bancaire, qui nécessite une grosse rigueur et surtout une grosse confidentialité sur des données parce qu'on traite des données très sensibles quand même, des données bancaires. On parle bien d'argent. Et puis voilà, depuis, ça, comme j'ai dit, RSSI, c'est depuis 2 ans et depuis le 1er juin, je suis également responsable de la continuité d'activité. Faire en sorte que l'activité d'une entreprise ne s'arrête jamais. Ouais. Ça nécessite aussi beaucoup de rigueur et c'est à peu près dans la suite logique d'un poste RSSI. Et pour la 3e et dernière responsabilité, je suis délégué à la protection de données.
Donc, Hmm. ce que je voulais fuir quand j'ai quitté ma double casquette de C'est quand chef même revenu. d'entreprise et de manager, c'est quand même revenu. Voilà. Ouais, ouais, Donc, ouais. je Mais suis délégué à la protection de ça données. reste positif quand même. Ça reste positif. Ça Et fait quand sens, on ça fait partie de l'écosystème, quoi. Quelque part, ça se complète. voilà. Quand on regarde ce que fait un délégué à la protection de données, on retrouve assez facilement ce que fait un RSSI, quoi. Mhm. On parlera Peut-être, peut-être si ça te du dit, métier, tu du voudrais métier de qu'on essaie un RSSI. petit peu d'entrer dans ça, justement, c'est ce que je voulais aborder. Ça fait une belle transition Ah, sur le métier de RSSI. Tu vois, est-ce qu'on peut un petit peu creuser dans ça? Ça te dit qu'on creuse un petit peu dessus? Et, l'avantage, c'est que comme tu as fait ton truc, tu bosses avec des données de banque. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans du sensible, comme tu l'as dit précédemment. Est-ce que tu peux un petit peu dans le détail, mais sans être trop technique, nous parler un petit peu de ce secteur-là? ouais. Et aussi, j'aimerais. Moi, j'ai une question. Là, c'est vraiment la question. Ça, c'est ma question à moi. Euh, Lorsque tu es booké par une banque comme BNP, toi, en tant que responsable RSSI, en tant que RSSI, tu, tu bosses en tant que consultant pour BNP, mais tu n'es pas interne, en fait. Ça veut dire il y a un niveau comment je pourrais dire ça? Tu n'as pas accès à tout pour faire plus simple. Pour faire ton boulot, il y a un niveau d'information auquel tu n'as pas accès, n'est-ce pas, j'imagine. Même si tu restes un consultant qui vient faire son taf, mais pour sa protection à elle-même, la banque, j'imagine qu'elles ne vont pas te donner tout. C'est pas le feu vert, quoi. Ou alors Non. c'est par hiérarchie et peut-être un supérieur ou je sais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça avant de Alors, je commence commencer? par répondre à ta question. Effectivement, je ne peux pas avoir accès à tout. Ça n'a aucun sens. Je prends un exemple simple. Il y a pas d'intérêt que j'ai accès au salaire de tous les collaborateurs, par exemple. Je ne vois pas ce que j'en fais en tant qu'RSSI. Je n'en ai rien à faire. Il n'y a pas de raison, principe, il n'y a pas de raison d'avoir accès, par exemple, au montant des crédits d'un client lambda qui se trouve à l'autre bout de la France. C'est pareil, ça ne fait pas de sens. Donc, du coup, il y a quand même des informations auxquelles je n'ai pas accès, soit parce qu'il n'y a pas de raison que je l'ai, soit parce que enfin, il n'y a pas de raison de l'avoir en tout cas. Donc, effectivement, je n'ai pas accès à tout. Mais est-ce qu'il y Mais en a que tu en as, dont tu as besoin de ces informations pour ta fait, mais la banque, pour des raisons, moi je trouve pas les termes techniques, mais je sais ils ont dans la sécurité, il y a des niveaux comme ça. Par exemple, la sécurité, c'est pas par exemple un consultant lambda qui va aller faire la sécurité pour la présidence de la République ou pour les pompiers. C'est tous ces trucs à risque là ou des postes qui peuvent déstabiliser en fait un pays, quoi. Ces postes à haut risque, là où il y a forcément des accréditations bien spécifiques, même si tu es qualifié pour ça. Et à un niveau où je ne sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. J'explique mal, mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. je ne sais pas si je comprends, j'espère avoir bien compris la question, mais oui, effectivement, il y a quand même des choses où je n'ai pas accès parce Secret que ils défense, quoi. veulent secret défense, voilà, parce qu'il faut protéger un État, parce qu'il faut protéger l'entreprise, et puis voilà, mais ça c'est clairement cadré, c'est clairement défini, c'est clairement écrit, et je suis au courant de ça que je peux pas avoir accès à ça pour X raisons, mais si jamais c'est absolument nécessaire pour mon métier, on définira le cadre pour que j'ai accès à ces informations. Peut-être que ce serait quelqu'un que je vais contacter qui devrait mettre ça à disposition ou alors qui ferait l'action dont j'ai besoin pour pouvoir continuer mon métier. Mais comme ça, j'ai pas d'exemple précis dans le sens en fait. Ok, top. Merci. Et donc, pour revenir donc, sur ton boulot en général en tant que RSSI. RSSI. Oui. Alors, le RSSI, effectivement, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Et ça fait bien que tu me poses la question maintenant. Comme ça, au moins, j'aurais répondu pour tous tes auditeurs une fois pour toutes. Mais je crois que je ne pourrais pas faire mieux que Malik, parce que Malik avait déjà donné la définition dans l'interview qu'il avait faite avec toi. Et j'ai trouvé la définition magnifique. Je vais peut-être la reprendre sous certains angles, mais je ne pourrais vraiment pas faire mieux que lui. De toute façon, il est formateur, donc il sait ce qu'il fait. Alors, un RSSI, autant pour moi, comme je l'ai dit, c'est un responsable de la sécurité des systèmes d'information.
Quand on parle de sécurité des systèmes d'information, on parle de cyberdéfense. Aujourd'hui, le mot qui revient, on parle de cybercriminalité, cyberattaque, cybersécurité et ainsi de suite. Mais le plus simple, comme disait Malik, c'est de revenir sur la cyberdéfense. La cyberdéfense, c'est de protéger l'information d'une entreprise. Et quand on parle de protéger l'information d'une entreprise, on parle de 4 lettres qui reviennent systématiquement. C'est le DICT. Disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité. Donc, la sécurité de l'information, c'est mettre en œuvre toutes les actions nécessaires, les actions organisationnelles et techniques pour protéger l'information en termes de disponibilité, intégrité, confidentialité et surtout la traçabilité. Quand on parle de disponibilité, c'est avoir toujours l'information disponible pour toutes les personnes qui ont droit à avoir accès à ces informations. Elle devrait toujours être disponible. On parle de disponibilité du réseau, disponibilité des serveurs qui portent l'information, disponibilité de la clé de chiffrement de l'information. C'est pas tout le monde on peut pas tous avoir accès à ton mail, par exemple, ou à mon mail personnel. Donc, il s'est protégé et c'est protégé par une clé peut-être de chiffrement. Disponibilité des terminaux d'utilisation, l'ordinateur de travail ou le téléphone, le smartphone et ainsi de suite. Tous ces équipements doivent être disponibles pour pouvoir avoir accès à l'information. Donc, la première action, c'est on se dit, on veut rendre disponible l'information, il faudrait que ce soit disponible. Et qu'est-ce que ça nécessite? Regardons le réseau, regardons les serveurs, regardons les terminaux, regardons les moyens de connexion, les moyens de déchiffrement de l'information et ainsi de suite. Donc, la première étape, c'est la disponibilité. La seconde étape, c'est la confidentialité. Pareil, si aujourd'hui, tu te connectes sur ton compte bancaire et tu arrives à taper un login et un mot de passe pour regarder ton crédit ou regarder ton solde du compte, c'est parce qu'il y a de la confidentialité dedans. Il n'y a pas de raison que moi, j'ai accès à ton code et ton mot de passe pour pouvoir regarder le montant de ton solde. Donc, c'est la confidentialité. Donc, on met en place toutes les règles possibles pour que l'information soit toujours confidentielle. Le troisième axe, c'est l'intégrité. L'intégrité, comme son nom l'indique, on ne veut pas que les données soient altérées, on ne veut pas que les données soient modifiées. Si je t'envoie un mail, il faudrait que le mail t'arrive exactement ce que j'ai écrit. Pas d'informations en plus, pas d'informations en moins. Exactement. Voilà, que le mail soit exactement ce que j'ai écrit, l'information devrait arriver parfaitement comme je l'ai notifié. Et le dernier axe, c'est la traçabilité. Si jamais on met en place toutes les règles possibles pour que l'information soit disponible, que l'information soit confidentielle et que l'information soit intègre, il y a quand même un risque que quelqu'un ait accès à une information de manière pas correcte, on va dire comme ça, mais on doit pouvoir, en tant qu'RSSI, tracer, c'est-à-dire qui a eu accès à quoi et quand. Donc, si jamais, de manière illicite, quelqu'un a eu accès au serveur pour lire mes mails, je devrais pouvoir tracer qui a eu accès à ce serveur, qu'est-ce qu'il a fait dedans, comment il a fait pour pouvoir passer, malgré le fait que j'avais mis toutes les règles. Donc, du coup, la cyberdéfense… La traçabilité, je te coupe, mais la traçabilité, en fait, si on comprend bien, c'est plus pour un intérêt de voir les failles, quoi. C'est surtout pour imputer les responsabilités. Voilà, pour faire très simple. De savoir qu'il y a ça qui s'est passé et les gens qui étaient accrédités ou ceux par qui la faille est passée, c'est tel. C'est ça. OK. Exactement. Et donc, pour se faire simple, mon métier de RSSI, c'est de mettre en place tous les moyens techniques et organisationnels qui permettent de protéger une entité. J'entends par entité, ça peut être une entreprise, ça peut être une personne physique, ça peut être un État, parce que l'État, de manière générale, aussi, a aussi des RSSI. Et leur but, justement, c'est de protéger les informations d'un pays. Ça peut être l'entreprise. Et on retrouve ça à toutes les échelles, à notre échelle à nous, à l'échelle d'une entreprise et à l'échelle d'un État aussi. Donc, le RSSI, à son quotidien, c'est mettre en place autant de règles que possible pour protéger l'information en termes de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité et à la fin de pouvoir tracer qui a eu accès à cette information. Voilà. Ah, merci beaucoup. Là, ça fait… en plus de ce que Malik a dit, comme tu l'as spécifié notamment, c'est assez complet. Tout le monde peut se faire plus ou moins une idée de ce dont il est question. Et tu vas sûrement nous le dire à la fin, Didier. Il y a beaucoup, tu produis assez de contenu déjà sur le sujet pour ceux qui veulent creuser ou pour les plus geeks qui s'intéressent au métier. Je pense qu'on va en parler plus tard de ce que toi tu proposes pour eux.
Donc, euh, notamment la conférence aussi, il y a plein de choses. On va aller au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut passer à cette deuxième responsabilité que tu as eue entre-temps? Euh, La deuxième responsabilité, c'est celle de la continuité d'activité. Alors là, c'est très simple, hein, comme son nom l'indique, c'est responsable de la continuité d'activité. Aujourd'hui, quand on arrive dans une entreprise, on est bien content de s'asseoir, d'allumer son ordinateur, de se connecter, de commencer à travailler. Mais derrière, c'est parce qu'il y a beaucoup de règles qui font en sorte que quand on arrive, j'allume mon ordinateur, je clique sur la page Internet s'ouvre. On a l'impression que c'est facile comme ça, mais il y a toutes les règles derrière qui font en sorte que ça soit toujours disponible. Après, si jamais il se passe quelque chose, parce qu'on n'est toujours pas à l'abri de tout, si jamais il se passe un gros incident, un gros trafic peut-être, un pic de encore plus trafic. simple, un pic de trafic ou alors même un incident du type, allez, inondation sur notre bâtiment, le bâtiment n'est pas accessible, les collaborateurs ne peuvent pas travailler. Il est impossible de dire à un client, encore pire dans le secteur bancaire, de dire au client, non, on ne pourra pas traiter vos données parce que le bâtiment est indisponible. Alors là, le client, il ne l'entend pas du tout. Il faut réussir à faire en sorte que les collaborateurs puissent quand même travailler, même si le bâtiment est inaccessible. Et pour ça, il y a bien Mais l'exemple règles, est quand même extrême. Donc, dans ce cas, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir… Là, justement, c'est du métier du RPCA, de dire en amont, de définir toutes les règles en se disant… Mais pour ce cas échéant, peut-être pour que les gens y comprennent un petit peu avec un exemple pratique, oui, qu'est-ce qui peut être c'est ce que je vais faire. Un site de repli. Un site de repli, simplement. Et ça, c'est prévu en amont. Oui, tous les collaborateurs sont sensibilisés là-dessus. Et le RPPA… c'est quoi un site de repli? Le RPPA a déjà écrit sa règle en se disant, si jamais il y a inondation, tous les collaborateurs, en priorisant les activités critiques, devraient pouvoir aller continuer à travailler sur un site qui se trouve à tel endroit. C'est-à-dire, les nouveaux bureaux qui leur seront mis à disposition seraient à tel endroit. Et l'activité devrait reprendre dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, comme si de rien n'était. Wow. Voilà. C'est vraiment intéressant. Moi, je ne savais pas tout ça. Et ça arrive à plusieurs échelles. Les incidents, il y en a plein. Grève des transports impactant tous les collaborateurs. La moitié des collaborateurs ne sont pas présents parce qu'il y a eu la grève, ou alors la moitié arrivera au-delà de 10 heures et ainsi de suite. Ce n'est pas nous qui provoquons la grève des transports, mais la grève de transport impacte mon activité. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Il faudrait que j'écrive une règle qui dise, si jamais il y a une grève de transport, ou alors il y a des collaborateurs qui sont indisponibles, voilà ce que je vais faire. Il faut tout de suite mettre à disposition des personnes qui sont… ça a déjà été étudié en amont, hein, en réfléchissant quelles sont les activités qui ne peuvent pas être paralysées. Et ce sont ces activités qu'on devrait reprendre rapidement et mettre des personnes dessus pour pouvoir les reprendre comme si l'activité ne s'était jamais arrêtée. C'est pour ça qu'on parle de continuité d'activité. Excellent. Et j'imagine que c'est quelque chose qui s'actualise avec le temps en fonction de… Parce qu'il y a des situations qui n'ont pas encore été vues et qui arrivent comme ça soudainement. Et c'est là où vous faites des updates par rapport à ça. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à nous citer, un truc qui est arrivé dernièrement? Il y a un truc magnifique qui est arrivé, qui parlerait à tout le monde. Et je suis vraiment désolé quand j'en parle comme ça. Et je pense surtout aux familles qui ont été impactées par la situation. Les attentats du World Trade Center. Qui pourrait imaginer un jour que des avions rentraient sur les tours jumelles? Les avions sont rentrés. Ça a impacté certainement les data centers, c'est-à-dire les centres de données qui se trouvaient à proximité. L'activité de World Trade Center a été paralysée. Il y a des choses, il y a des entreprises qui ont fait faillite sur le coup parce qu'ils n'ont pas pu redémarrer leur activité tout de suite parce qu'ils n'avaient pas anticipé ça. Personne ne pouvait anticiper ça. Mais aujourd'hui, on sait par exemple que ça ne sert à rien d'avoir un data center, deux data centers, enfin, deux centres de données. Je ne sais pas comment expliquer un data center. En parlant de ces gros blocs de trucs électroniques là qui possèdent les données et qui tournent tout le temps, là où tout est stocké en fait. Ce sont des gros serveurs où tout est stocké et généralement ça ne s'arrête jamais. C'est supposé ne jamais s'arrêter. Il y en a même, je pense, Google en a d'autres qui sont mobiles. Donc, ils prennent des grosses voitures
des stars de concert là. Et là, ils en ont comme ça à l'intérieur qui sont mobiles, qui se déplacent en fonction. Ils font un petit peu des relais. Par exemple, s'il y a urgence à un point fixe, ils partent là et puis ils font une sorte de relais par ça, en fait. Donc, Voilà. ce sont de gros bâtiments qui sont supposés ne jamais s'arrêter de fonctionner. Et dans le cas du 11 septembre, comme tu le disais, ce sont des trucs qui sont fixes. Donc, si ça arrête de fonctionner, c'est un petit peu comme si le monde arrêtait de tourner, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, avant le 11 septembre, par exemple, les data centers, on pouvait les mettre, on mettait un data center, on se disait quand même, il y a quand même des chances qu'un jour, pour X, Y raison, ça arrête de fonctionner. Donc il faut son suppléant. On ne va pas mettre les deux à proximité parce que si un explose, bah, peut-être que Ça l'autre impacte qui est à l'autre. côté va exploser aussi. Donc on mettait le deuxième à quelques kilomètres du premier. Et le jour les attentats du 11 septembre ont impacté les deux data centers. Il y a des entreprises qui ont eu le cas. Les deux ont été touchés et là, ils étaient embêtés. Du coup, il y a eu un apprentissage sur cet événement-là qui fait que les data centers aujourd'hui, ils sont distants à des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres. Des pays Et différents. d'où je pense la solution des pays différents, effectivement. D'où je pense la solution de Google qui propose des data centers mobiles. Si le fixe est touché, bah, bon, moi, je ramène rapidement un data center qui se déplace. Et puis voilà. Donc, il y a tout ça qui fait en sorte que pour le client, pour l'utilisateur lambda, ça a l'air transparent. Il a l'impression que rien ne s'était passé, ou alors à la limite, il aurait une gêne de 1 heure, 2 heures, le temps de basculer sur le deuxième data center ou le deuxième serveur ou la deuxième solution, la solution du site de repli, par exemple. Mais durant ce temps de bascule, bah, pour lui, c'est comme si c'était rien passé en fait. Ah, c'est Mais le excellent, ça. travail a Très été bel fait en exemple. amont. Voilà. Ah, top, top. C'est là où on voit l'importance. Tu as dit c'est quelque chose d'anodin, mais derrière ce qu'il peut avoir comme catastrophe, ça, vraiment, le monde peut s'arrêter de tourner, quoi. Exactement, exactement. Ok. Donc, Et le troisième et on dernière finit avec le dernier responsabilité, point, c'est ouais, justement, qui est le point que tu voulais fuir, mais qui t'a rattrapé. Mais je pense pas que je pense exactement. que ce soit une catastrophe. Ça va? Mais non, non, du tout, du tout. C'est très agréable. Comme je le disais, en mai 2018 est rentré en vigueur en Europe le règlement général sur la protection des données, qui est règlement qui cadre l'utilisation des données personnelles des habitants de l'Union européenne. Donc, à partir du moment où je crée une entreprise et que je collecte des données personnelles de quelqu'un, son nom, son prénom, son adresse, des photos, sa voix, et ainsi de suite, il faut que je précise à la CNIL, qui est l'organe de contrôle, la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, il Ça, faut c'est en que France, je non? sois… C'est pas quelque chose C'est en France. d'européen? Non, c'est en France, mais Ok, c'est l'équivalent dans chaque pays d'Europe. ok. Il faut que je précise à la CNIL pourquoi est-ce que je collecte ces informations et qu'est-ce que j'en fais et sur quelle durée. Donc, chaque établissement a l'obligation de le faire. Et donc, du coup, un DPO, c'est celui-là, justement, le chef d'orchestre qui s'assure que l'établissement respecte le règlement général de la protection des données. Voilà. Ah, top. Ça veut dire que tu as aussi sûrement une attribution dédiée à la CNIL. Je veux dire, tu as un petit peu comme les journalistes, là, je pense pas que c'est une responsabilité qu'on donne à tout le monde. Donc, tu es sûrement référencé là-bas chez eux. Exactement. Je suis référencé à la CNIL, j'ai un numéro matriculé à la CNIL. Oui. Excellent, excellent. Didier, tu as un profil assez, les gens vont être surpris, au-delà de tout ce qu'on vient de citer, qui, pour la plupart des gens, qui est déjà, ça fait déjà beaucoup. Tu fais encore plein d'autres choses, quoi. Et tu prépares encore plein Oui. d'autres choses. On va parler de tout cela, notamment d'un gros événement qui arrive, c'est en février, c'est ça? C'est en février, exactement. Tu peux nous parler de cet événement? Comment il s'appelle déjà l'événement? Alors déjà, je te remercie encore, je renouvelle mes remerciements pour l'invitation. C'était le cœur même de notre échange lorsqu'on s'est contacté sur les réseaux. Ouais, on a fait une grosse tangente là, on est entré dans les trucs. On est parti dans quelque chose là, mais qui peut nous prendre toute la journée. J'aime Ouais. tellement mon métier que je peux me retrouver à en parler en longueur de journée. Voilà. Mais effectivement, en février prochain, j'organise en partenariat avec Pascal Gayat de Digital Influence, qui, je pense, m'écoutera, la première édition à Paris de Digital Africa Awards. Digital Africa Awards, c'est le trophée qui va célébrer les solutions et les innovations du digital en Afrique et pour l'Afrique. Et pour l'Afrique, pourquoi j'ajoute ça? C'est parce que dans le trophée, dans la candidature, il y a une catégorie que j'appelle cross-border. C'est toutes les solutions qui sont développées hors de l'Afrique,
mais qui sont utilisés en Afrique. Je pense comme ça, je n'ai pas envie de citer pour ne pas faire de publicité, mais si j'ai ma structure en France et que j'opère au Gabon ou dans un autre pays d'Afrique, je peux postuler justement au Digital Africa Awards. Digital Africa Awards a la particularité déjà d'être la première édition, d'être au premier événement. Mais aujourd'hui, on a déjà le site internet qui est disponible, hein, digitalafricaawards.com. On va donner en description de l'épisode. Exact. Et dedans, on retrouve déjà les différentes catégories, mais on retrouve aussi les 15 membres du jury qui vont participer. Et vous verrez, c'est juste monstrueux. On peut citer déjà pour donner un ordre d'idée à peu près, parce que c'est vraiment du lourd. C'est les gens qui sont vraiment tous à la pointe de ce qu'ils font. Ça te dit de parler un petit peu de ça, des différents membres du jury? Ah oui, avec plaisir, au contraire. Il y a un que j'ai envie de citer particulièrement qui me tient beaucoup à cœur. Déjà, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, qui était mon manager quand j'étais en cabinet de conseil, qui s'appelle Thierry Adambédé. Là, les gens comprennent pourquoi tout ce qu'on a raconté derrière, de tout ça vient. Le lien directement, voilà. Donc, Thierry a accepté d'être membre du jury. Et comme je l'ai dit, c'est quelqu'un avec un bagage et un passif impressionnant, tellement impressionnant que je me suis dit, je lui ai proposé gentiment d'être membre du jury. Il a accepté et je lui en remercie à nouveau. On a aussi une deuxième personne qui me tient énormément à cœur, qui est Éric Vautier, qui est mon mentor en tant que RSSI. Quand je suis devenu RSSI, vu que je n'avais pas 10 ans d'expérience, il fallait quand même rattraper le coup. J'ai rejoint un club qui ne réunit que des responsables de la sécurité. Il s'appelle le Cézanne. Pour être membre du Cézanne, il faut absolument être RSSI ou DSI. Et moi, j'étais RSSI, nouveau. Donc, j'ai rejoint le Cézanne et ils ont un système de mentorat. Et donc, j'ai eu un mentor dans le Cézanne qui s'appelle Éric Vautier. Il est RSSI du groupe Aéroport de Paris avec plus de 25 ans d'expérience en tant qu'RSSI. C'est donc avec plaisir qu'il a accepté d'être membre du jury. Et les membres du jury comme ça, j'en ai plein et j'en ai 15. Une quinzaine, effectivement. Et sur le site, de toutes les façons, tout est bien expliqué et présenté, les différents membres du jury. L'idée, tu vas encore nous donner plus d'éléments par rapport à ça, c'est du jugement sur la performance et sur de l'impact, en fait. Ça reste une remise de prix, mais ce n'est pas un truc où les gens ils viennent juste danser, quoi. C'est vraiment des gens qui sont impactés par leur projet, par leur travail, et on le voit notamment par ceux qui viennent juger. En fait, ce travail-là, ce sont des personnes que eux, ils ont déjà prouvé sur la scène, soit nationale, soit internationale. Et c'est une façon. Et moi, la question que je vais te poser aussi, c'est est-ce qu'un Xavier Niel peut se retrouver sur le podium s'il a lancé un projet, ou c'est quelque chose qui concerne juste des Africains qui ont des projets à impact sur le continent? Est-ce que n'importe qui… Ouais, vas-y. N'importe qui peut se retrouver sur le podium à partir du moment où il a une solution qui profite à l'Afrique, qui est utilisée en Afrique. Donc, s'il a sa solution qui tourne en France, je crois qu'il y a beaucoup de concours qui concernent déjà… non, moi, je parle essentiellement plus par rapport à quelqu'un, un étranger qui n'est pas forcément africain, mais qui… je te prends par exemple le cas de Jumia. Quand on sait que tu dois sûrement avoir entendu parler de Rocket Internet, ces gens qui dupliquent un petit peu des business models qui ont déjà fait leurs preuves au States comme Airbnb ou Zalando, par exemple. Avec Jumia, est-ce que quelqu'un comme ce board-là, ils peuvent être sur le podium de cet événement-là, vu que c'est un projet impact sur le continent africain pour les Africains? Oui, totalement. Ils peuvent être sur le podium à partir du moment où ils ont postulé et souhaitent participer. La réponse, elle est nette, elle est précise. Pour prendre un exemple, hein, j'ai les personnes qui ont déjà manifesté leur intérêt et avec qui je suis en pourparlers actuellement. D'ailleurs, je suis agréablement surpris, je te l'ai dit en off d'ailleurs, de mesurer l'impact que ça donne qui dépasse même mon entendement. Quand aujourd'hui, je suis approché par Western Union qui opère beaucoup en Afrique, MoneyGram, les Bara, les Camobile, c'est des grosses boîtes qui nous parlent assez facilement, mais qui opèrent beaucoup en Afrique et qui ont beaucoup de business en Afrique, qui sont, eux, intéressés par le concours et avec qui on est déjà en train de parler. Ils m'ont clairement dit qu'ils participeront au concours.
Voilà, donc ce sont ces personnes-là qui viendront se présenter, qui présenteront leur cas d'usage et qui participeront au concours. Après, les autres aussi sont bien entendu les bienvenus. C'est pas catégorie, hein, faut pas que les gens aient peur qu'ils disent oh ça sert à rien contre Western Union. C'est pas catégorie. Ça veut pas dire forcément que vous serez en concurrence avec tous ces boîtes là. Il y a diverses catégories et c'est dans ces différentes catégories que des gens vont postuler en fait. Donc je donne pas trop. J'ai beaucoup de courage à celui qui sera dans la catégorie avec Western Union. Donc voilà. Non, mais c'est agréable. Après, comme j'ai dit, les 3 premiers sont récompensés par un trophée. Les 3 premiers montent sur la scène pour faire la photo officielle. Les 3 premiers seront médiatisés de la même manière que tout le monde, hein. Avec une différence quand même sur le premier, ça c'est clair. L'avantage, enfin un des avantages aussi, c'est que tout le monde présente et tous les cas d'usage seront quand même présentés ce jour-là. Et il y a une partie networking en amont qui est fait, qui sera d'une heure, 1h30 à peu près pour partager un goûter et échanger un peu le avec plus tout le monde. important, hein, pour moi, c'est ça le plus important. C'est même ça le plus important. C'est pas j'ai gagné, j'ai perdu. Ouais. Exact. Il y a de quoi créer du business. Je pense comme ça, un des invités que j'ai rencontré, c'est monsieur l'ambassadeur du Gabon en France, avec qui j'ai échangé sur le sujet, qui a manifesté son intérêt et qui m'a garanti d'être là, parce que lui me disait qu'il y a des opportunités d'affaires au Gabon et c'était l'occasion pour lui de présenter, parce qu'on est en train de tendre vers une transformation digitale pour quasiment tous les pays d'Afrique. Il faut créer du business avec ces personnes-là. Donc, ce qui est proposé, c'est justement que sur sa table, qu'il soit accompagné des personnes tels que les directeurs de Orange, le directeur de Bouygues, avec qui il pourrait échanger pour présenter les opportunités qu'il y a au Gabon. Mais ces personnes-là dont j'ai cité les noms seront présents au networking. Donc, c'est l'occasion de discuter avec ces personnes, d'établir un contact et peut-être même de vendre son produit et pourquoi pas créer des opportunités d'affaires. Voilà. Excellent. Donc, est-ce que tu peux nous parler pour les détails, par exemple, c'est quoi les critères pour ceux qui veulent postuler? Peut-être on peut commencer déjà par les catégories pour que les gens puissent voir s'ils entrent dans les cases. J'aime pas le mot des cases là, ça fait trop français quand même. Du moins, est-ce qu'ils voient dans quelle catégorie est-ce qu'ils pourraient potentiellement postuler avec leur projet à impact qu'ils ont? Exactement. Le site internet, comme je l'ai dit, il est déjà prêt et il est exhaustif. Même si je devrais ajouter il y a 2 catégories que je vais ajouter, mais ça va se faire dans la semaine. C'est combien de catégories en tout? Il y en a 12 des catégories. 12, ok. Et on peut présenter autant de catégories qu'on souhaite, des cas qu'on souhaite dans les catégories. Yes. Il y a un jury derrière qui départage tout ça et puis qui va échanger. Et tout le monde sera notifié et informé sur l'évolution et les différents détails. La première catégorie que j'ai appelée, c'est transformation digitale. Est-ce que j'ai une solution qui accompagne un État, un pays dans la transformation digitale, une entreprise, peu importe. Ce serait de présenter sa solution en disant ma solution c'est celle-là, elle a la particularité de faire ça, ça, ça. Après, le jury va décider en fonction de la pertinence, en fonction de la valeur ajoutée, de l'innovation, et puis voilà. La deuxième catégorie, c'est start-up. On en a plein au Gabon, en Afrique de manière générale, sur les start-up dans le digital. On peut toujours se présenter en disant ma start-up, elle est celle-là, elle a la particularité de faire ça. Dans le digital toujours. La troisième catégorie, c'est digital financière. Digitalisation financière. La digitalisation financière, c'est toutes les solutions du digital orientées dans le secteur financier. Et je pense que ça parlera beaucoup aux banques. Et j'ai déjà eu beaucoup de contacts avec des banques telles que Ecobank. D'ailleurs, il y a un membre du jury qui est responsable informatique d'Ecobank Gabon. Donc, il y a déjà cet échange avec Ecobank. Il y a UBA Congo avec qui j'ai échangé ce matin. Ah, UBA. Et pour voilà. Ecobank, je profite de Ecobank pour justement Ecobank Guinée qui nous soutient. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un autre podcast 10 000 codeurs. Et Ecobank Guinée fait partie d'un de nos sponsors. Et je peux dire qu'avec ces personnes-là, ils vont foutre vraiment le gros bordel, dans le sens positif, hein, dans la baraque. C'est clair. Ouais. Ce serait bien ils vont tous présenter des cas d'usage. Ce serait de présenter qu'est-ce qu'ils font en particularité et peut-être même nous soutenir, pourquoi pas.
Excellent. Donc, tu as dit, il y a Trois- UBA aussi avec qui vous êtes en discussion. Qui... voilà, Mhm. qui est intéressé. UBA Congo. Excellent. Parfait. Voilà. Il y a la quatrième catégorie, c'est secteur informatique. Alors là, j'irai très vite. Sécurité informatique, c'est mon cœur de métier. C'est ton Fallait quand cœur. même que Donc, je mette j'imagine que tu auras que les je mains, mette tu auras quelque les chose. mains dans le cambouis là-bas. Forcément, dans tout le projet, mais plus Exact. là-bas, vu que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Voilà. L'autre catégorie, c'est la productivité. C'est toutes les solutions. Alors, il y a de plus en plus des chefs d'entreprise en Afrique, mais qui, 9 fois sur 10, comme tout chef d'entreprise, hein, il se retrouve à faire beaucoup de choses lui-même de sa main, avec des fichiers Excel, avec ceci, cela, et parfois c'est compliqué. Donc, la productivité, c'est toutes les solutions qui facilitent le quotidien d'un chef d'entreprise. Mhm. Ça a l'air Moi, assez perso, j'en connais intéressant, pas. Hein, je je te pense. jure, j'en connais pas. Je connais juste des trucs d'ici, que ce soit des trucs pour comme Slack ou Trello. Mais en Afrique, c'est peut-être toi, comme peut-être tu te rapproches de plus en plus de ces profils-là, tu auras des noms à nous citer. Moi, je serais intéressé que peut-être de commenter un petit peu l'événement. C'est vrai que c'est en février, mais de commenter un petit peu cet événement et déjà de ne pas juste avoir les caméras braquées sur ceux qui vont gagner à la fin, mais sur tous ceux-là qui se bougent, parce qu'il faudra déjà saluer ceux-là qui se bougent, qui font l'action, qui passent à l'action, qui taffent. Donc, moi, je serais vraiment intéressé de mettre comme ça, de donner une voix ou de donner une image à tous ceux qui font déjà l'action de se bouger, de passer, de créer quelque chose, en fait, quoi. Ouais. Bah, ce serait super. Moi, je pense que je reviendrai représenter cet événement sur le podcast 10 000 codeurs que tu animes également. D'autant plus que je suis Ouais, en tu vas rejoindre. finition de partenariat Ouais, on ne avec l'a 10 pas 000 dit. codeurs. Donc, ouais, bien sûr, tu vas rejoindre aussi le On l'a board de pas dit. 10 000 codeurs. Donc, ça va se recroiser et Exactement. croiser, recroiser là. Exactement. Donc, Une autre tu as catégorie, parlé c'est de la éducation. sécurité, éducation, productivité. Voilà, éducation, pareil. Quelles sont les solutions digitales en rapport avec l'éducation en Afrique? E-commerce, les solutions d'e-commerce en Afrique. Cross-border, je l'en ai parlé tout à l'heure, c'est des solutions qui sont faites au-delà des frontières d'Afrique, mais qui sont nécessaires pour l'Afrique. Innovation, des solutions digitales innovantes. Smart City, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est le Yes. quotidien. Quelles sont les solutions digitales qui facilitent le quotidien des utilisateurs, de l'utilisateur lambda en Afrique? Et voilà, j'ai vu par exemple qu'il y a Uber qui s'installait en Côte d'Ivoire et je pense au Sénégal aussi. Ouais, c'était sur. Ils pourront. C'était quoi les mots? Je sais plus, je me rappelle plus exactement sur quoi exactement. Je sais pas si c'était le transport. Je pense pas que c'était dans le transport, ça doit être plus dans le transport, mais plus des biens, non? Un petit peu comme de la bouffe, je sais plus, je me Je rappelle sais plus. plus exactement. Mais je sais qu'il y a une solution équivalente à Uber qui a été développée en Côte d'Ivoire et qui tourne très bien. Ah, ça tourne Ils déjà, en fait, je pourront crois présenter. Waouh. Ah oui, oui, oui. Ah Ouais, oui, oui, ça tourne déjà. Comme quoi, il y en a qui font des choses magnifiques en Afrique et c'est serait l'occasion qu'ils viennent nous en parler. excellent. Et voilà, ensuite, les deux autres catégories, c'est la publicité digitale et le marketing digital. Donc, il y a vraiment, j'ai mis 12 catégories, ces 12 catégories qui permettront à chacun de se retrouver et de présenter un cas d'usage, de dire ce qu'il fait et ce qu'il a envie de mettre en avant. Voilà. À moi, ça m'intéresse bien cette dernière catégorie, vu que c'est quelque chose dans lequel je tourne un petit peu. Et là, ça sera quoi? Ce sont des boîtes qui ont créé des solutions tech pour des ads, ou alors c'est ceux qui utilisent ces différents moyens-là pour faire du cash. Ce serait de présenter ce qu'on fait et de voir la pertinence. Si c'est parce que tu as créé la solution et tu trouves que la solution est utilisée, c'est une manière de faire. Ou alors, moi, je fais dans le marketing digital et pour faire telle réalisation, j'utilise telle solution. C'est en fonction de votre partenariat, mais Non, je parle de ça c'est de parce que dire ce que je fais. j'ai reçu Vouri TV, j'ai reçu Patrick Cogne de Vouri TV. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est une sorte de Netflix, mais pour des séries africaines, un peu comme ce que Afro Stream a fait à l'époque. Mais là, vraiment, ce n'est pas un truc afro, parce que afro, ça inclut aussi ceux des îles, des dom-tom, du state et tout. Mais c'est vraiment africain, quoi. Juste des séries africaines, Ouais. francophones. Et lui, ce qu'il est en train de développer en parallèle de sa plateforme de streaming,
c'est une solution d'advertising, en fait, un petit peu comme ce qu'on retrouve généralement chez les GAFA avec le ads. Et ça, en termes de publicité marketing, c'est clairement quelque chose qui pourrait, c'est encore en cours de développement, mais qui pourrait peut-être présenter aussi si ça sort avant, lors de cet événement. Là, c'est plus par rapport à ça que j'ai posé la question, en fait. Ah oui, ce serait magnifique, vu comment tu me le décris. On prendra contact avec lui et puis n'hésite pas à lui en parler, de lui envoyer le site internet digitalafricaAwards.com pour lui dire qu'il y a un concours de cas et puis ça lui donnera toujours de la visibilité. Et voilà. Excellent, excellent. Donc là, on a parlé des différentes catégories, mais j'imagine qu'il y a forcément des critères. C'est pas tout le monde qui sait quoi, qu'est-ce que les gens ils doivent, comment est-ce que les gens y candidatent. Ouais, dans le site, il y aura sûrement plus d'infos, mais c'est toujours bien si tu expliques Ouais. un petit peu pour que les gens comprennent. Oui, oui. Alors, pour candidater, c'est simple. On va sur le site internet et il y a un lien, il y a une rubrique Je participe ou alors participer. On clique dessus, on est envoyé sur une autre page, enfin, sur plus bas, et on a un dossier de candidature qui apparaît. Il suffit de cliquer sur le dossier de candidature, de le remplir, on remplit le dossier. C'est bien détaillé, hein. Étape 1, télécharger le dossier. Étape 2, remplir et renvoyer le dossier. Étape 3, régler tes frais de participation qui sont de 500 € pour la première candidature et de 200 € pour les candidatures suivantes. Ça, c'est Ensuite, au on cas où peut tu veux simplement… postuler à d'autres catégories, c'est ça, si je comprends bien. Ça veut dire On peut participer, voilà, c'est ça. Ok, C'est ça. exact. On peut participer à d'autres catégories ou alors on peut se dire, parce que c'est bien un concours de cas d'usage. Ouais. Je prends un exemple simple. EcoBank ne fait pas que du développement d'applications. Je Ouais. m'explique. Ils gèrent la banque, ils ont plusieurs solutions en interne. Mais admettons qu'ils ont développé une application, et c'est le cas d'ailleurs, ils ont développé une application, j'ai vu sur EcoBank Congo, je crois, une Ouais. application qui leur permet de payer à Les proximité, factures. Ouais. voilà, de payer des factures depuis leur application mobile et la personne peut retirer de l'espèce sur le côté. C'est une solution digitale. Mais s'il veut mettre en avant cette solution-là, il participe au concours. Ensuite, il a peut-être une autre solution qui est le client peut se connecter, regarder son solde et faire des virements, machin. S'il veut faire aussi la campagne de cette deuxième solution, il paye une seconde fois les frais de Mais participation là, il va à payer la deuxième plutôt solution, 200. Là, pour ce 200, coup, il paye et non, 200. Ok, voilà, exactement. parfait. Après, on peut dupliquer comme ça autant de fois possible, d'une catégorie à une autre, ou alors dans la même catégorie, autant de cas qu'on a envie de présenter. Ok. Voilà. Donc, une fois on a réglé ces frais de participation, derrière, les membres du jury, les candidatures seront clôturées le 31 janvier exactement. C'est ça, oui, voilà. J'ai pas de bêtises, 2020, pour que les gens… 2020. 31 janvier 2020, exactement. Et à partir de là, les membres du jury reçoivent les différentes catégories. Ils se réunissent, ils votent, ils élisent le podium sur chacune des catégories. Le 19 janvier, les retours sont faits. Tout est consolidé, tout est mis en place. Le 21 février, on se retrouve dans la magnifique salle de l'Aéroclub de Paris pour le dîner gala, le networking, l'échange avec tous les partenaires, les photos officielles, tout l'événement dans son ensemble, et puis avec la remise de prix qui va avec. Et puis voilà, à partir de 18h jusqu'à 23h, et puis après, chacun pourra repartir. Et est-ce que dans le cas de, par exemple, je t'ai parlé de Jackie Chan que j'ai reçu, c'est pas l'acteur, hein, parce que je suis fatigué que les gens me posent la question. J'ai reçu Jackie Chan sur mon podcast qui est en fait le CEO, le chairman de Paris Fashion Shops. Il a participé à un concours, je vais pas dire pareil, mais équivalent, qui s'appelle de la BFM Academy de 2019, dont il était l'heureux lauréat. D'accord. Et dans leur système, en fait, certes, il y avait un jour final de gala, un petit peu comme ce qui est prévu en février pour le tien, mais avant, il y avait des sessions comme ça s'est passé en plusieurs manches où il y avait des speeches, en fait. Ils apparaissaient comme ça en télévision et chacun présentait son projet. Il faisait une sorte… Parce que, certes, il y a des membres du jury, mais je pense que c'était plus pour la présélection, mais à la fin, c'était plus une sorte de vote, quoi. Ce sont les gens qui votent à la fin pour dire, ouais, la solution telle me plaît plus par rapport à telle solution dans telle catégorie. Donc, lui et ses autres concurrents, ils apparaissaient comme ça en télé 2 ou 3 fois avant l'événement final et chacun présentait comme ça son projet sous forme de talk.
Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Est-ce que c'est quelque chose qui… est-ce qu'il y aura cette forme de teasing là avant le dernier jour, avant le jour avant la présentation, pendant le gala, la soirée de gala? C'est pas prévu du tout à date, mais je comprends bien et je le trouve très pertinent d'ailleurs. On réfléchira comment le mettre en place ou comment le réaliser surtout. Mais ce qui est quand même prévu, c'est que le jour de l'événement, chaque catégorie seront enfin chaque Qui est participant, responsable, du ouais. moins les finalistes, seront présentés sur dans la catégorie telle. Les candidatures sont, et là il y a le spot qui passe avec la vidéo de chacun, parce que d'autant plus que dans le dossier, il est demandé de remplir le dossier, bien entendu, mais aussi de joindre son logo et sa vidéo de présentation qui Ah, devrait dépasser ok. une certaine durée. Donc, il y a la vidéo qui sera également diffusée. Donc, c'est l'occasion, pareil, De pitcher son truc, d'essayer quoi. de pitcher son cas d'usage. Euh, Après, bien entendu, quand on remet le prix, les lauréats sont invités sur le podium avant de prendre son prix. Ils ont quelques secondes ou quelques minutes pour pitcher leur cas d'usage devant le public. Voilà. Ok, c'est top, top, top. Merci Et pour tout ça. comme je l'ai précisé, hein, le public en lui-même, on l'a bien dit, c'est que des professionnels, à l'image du jury qui est réuni, c'est que des professionnels, c'est que l'occasion de créer du business, de créer du réseau et aussi de créer des échanges entre des professionnels entre nous avec cette possibilité justement de se vendre et de vendre son produit. Ce sera un événement tel que je le conçois et tel que j'échange avec Pascal, quelque chose de magnifique et quelque chose qu'on a très peu vu dans le milieu africain. Donc, pour clôturer sur ça, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment est-ce que c'est quand même un gros truc, comment est-ce que c'est né tout ça? Tu as parlé par exemple de Pascal là, je pense qu'il a eu une grosse influence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment tout ça naît, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ce gros truc là? Alors, oui, bon, franchement, ça me ferait plaisir d'en parler. Ça me fait plaisir d'en parler, clairement. Parce que ce que je fais, je trouve que je prends beaucoup de plaisir à le faire, naturellement. En fait, d'où vient l'idée? J'étais invité déjà avec Pascal. Pascal organise plusieurs événements de ce type dans Paris. En décembre de l'année dernière, donc décembre 2018, il m'avait proposé d'être membre du jury de ma fonction. Hein, je suis RSSI, et il organisait les Silicon Cyber Security Awards. Il m'avait proposé d'être membre du jury et j'ai volontairement accepté. Donc, j'ai joué le jeu, j'ai été membre du jury, j'ai participé au casting, j'ai reçu des candidatures et voilà. Et le jour de la soirée gala, j'ai été invité sur les lieux, j'ai remis un prix, j'étais content, j'ai trouvé la salle était magnifique, les invités également, l'échange avec les personnes sur les lieux, c'était que des professionnels et c'était juste intéressant le benchmark que j'ai fait ce jour-là de voir les cas d'usage dans la sécurité. Puis, quelques mois plus tard, en juillet 2019, il m'a recontacté en me disant bah, tiens, Didier, l'année dernière, tu étais membre du jury au Cyber Security Awards. J'aimerais bien que tu sois à nouveau membre du jury. Cette fois-ci, c'est les Innovation Awards. J'ai fait bah ouais, avec plaisir. Comment ça marche? Donc, il m'a expliqué à nouveau. Et pareil, j'ai encore trouvé la richesse qu'il y avait d'être membre du jury, c'est-à-dire qu'on voit des cas d'usage, on voit des choses que les gens font et on voit comment les gens sont partis quasiment de rien en se débrouillant, comme ça on est dans le podcast Comme ça, on débrouillard. reste dans le… Magnifique. Je suis en train Et, d'applaudir là, mais… et, euh, et ils ont fait des trucs magnifiques. Donc là, je me suis dit, ce jour-là, quand je me suis retrouvé à nouveau dans l'événement, le dîner gala avec la remise de prix, et j'ai remis à nouveau un prix, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire quelque chose pareil pour l'Afrique? J'en ai parlé quelques semaines après avec Pascal. Il m'a dit, ben, moi, je veux bien, mais sauf que je viens pas d'Afrique et donc j'ai pas pied en Afrique. Comment est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit, bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu penses la chose et on se met en partenariat et on l'organise à deux. Et comme ça, moi, tu pourras profiter de mon réseau international pour vendre, pour que les entreprises qui participent au concours aient une visibilité internationale. Il faut le signaler, Pascal organise une dizaine d'événements de ce type dans Paris durant l'année. Il est fondateur de Digital Influence qui est en partenariat avec comment on appelle, Net Media Europe, qui est un grand groupe européen, qui est un groupe aussi américain. Donc, il y a vraiment cette chance-là de pouvoir avoir une visibilité, j'ai envie de dire, internationale en participant à ce concours. Donc, c'est de là qu'est née mon idée. Et pour avoir assisté 2 fois à son événement,
je me suis dit, bah, écoute, je vais le faire. Et j'ai été encadré par lui, j'ai échangé avec lui, il m'a dit comment il fallait mettre les choses en place. Voilà comment ça a été fait et voilà comment ça prend forme. Et je vois comment ça prend forme jusque-là. Et je n'en suis que ravi. Voilà. Excellent. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose encore à rajouter à ça? Parce que j'ai envie d'aborder autre chose là qui m'a un peu surpris sur ton parcours. Tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à cet événement? Pas grand-chose à rajouter. J'ai fait le tour sur la question. N'hésitez pas à aller sur le site internet Digital Africa Awards. De toute façon, il sera mis en commentaire. Il y a toutes les informations, mais je suis disponible. Je suis très, très, très réactif d'ailleurs sur les réseaux sociaux et sur mon numéro de téléphone, sur WhatsApp également, pour vous apporter l'ensemble des questions, des réponses aux questions que vous pourrez vous poser. Voilà. Excellent. Donc, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au sport, qui s'intéressent un petit peu aux athlètes en Afrique, il y en a un, au Gabon notamment, plutôt très connu, qui depuis 2010, il apparaît à chaque podium. Il y en a qui ont peut-être déjà un petit peu deviné le nom. Ça commence par O. Je te laisse finir, Didier. Obama, Anthony Obama. Anthony Obama, pour moi, c'est la personne. C'est celui qu'il faut. Je ne sais pas comment le dire. Anthony Obama, il fait du taekwondo. C'est un sportif international qui fait du taekwondo et qui a participé à. En 2012, il a été vice-champion olympique. En 2013, excuse-moi, en 2013, il est champion du monde. En 2013 également, il est numéro 1 mondial. Et depuis 2010, comme je te l'ai dit en off, depuis 2010, il a toujours été sur les podiums mondiaux. Et là, les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce qui arrive à ces deux mecs? Ils sont en train de parler de cybersécurité, ils sont en train de parler d'événements, de gros événements sur le numérique. Et puis là, on bascule directement sur un athlète. Quel est le rapport? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on parle de lui maintenant? Parle de lui, c'est pas mon art, comme m'a dit un de mes amis. Personnellement, moi-même, je fais du taekwondo, j'en ai fait depuis plus de 15 ans. J'en ai fait au niveau international. J'ai fait. Ah, tu as fait des compétitions internationales aussi? Ouais, j'ai fait les Jeux Open international ici à Paris, tournoi international de Paris, en l'occurrence, où je perds en quart de finale face au champion d'Europe, champion du monde, un parcours international sur le taekwondo particulièrement, même si je n'ai jamais atteint le niveau d'Anthony Obama. De par ce parcours et de par mes réalisations, Anthony Obama m'a proposé. Comment tu as fait, excuse-moi là, je te coupe parce que comment est-ce que tu as fait tout ça? Moi, je comprends, comment vous faites ça? C'est la même question que j'ai posée à Malik, je sais, mais comment est-ce que c'est possible? Avec tout le stress que tu avais déjà à l'époque où tu as changé déjà plusieurs fois de faculté et en même temps la compétition qui, au-delà de la partie physique, ça demande une grosse concentration mentale, psychique. Comment est-ce que tu alignes tout ça? J'ai envie de reprendre exactement comme Malik. C'est quand on aime quelque chose, on ne se rend pas compte en fait qu'on se retrouve à le faire. Et quand on aime beaucoup de choses, on ne se rend pas compte à nouveau qu'on est en train de faire beaucoup de choses. Moi, franchement, je trouve que j'ai beaucoup d'énergie. Et au lieu de gaspiller, alors au passage, par exemple, je n'ai rien contre les personnes qui boivent de l'alcool, hein, que c'est pas clair. Je ne bois pas, je ne fume pas. Qu'est-ce que je fais de toute cette énergie-là? Il faut bien que je la mette quelque part. Et du coup, je me retrouve à travailler. Dès que je me retrouve quelque part, que ce soit dans les transports ou dans autre chose, à attendre plus de 15 minutes, je sors mon ordinateur, je me mets à faire quelque chose. Donc, je suis constamment en train de travailler et j'ai toujours mon ordinateur portable sur moi, qui n'est pas très lourd. Donc, je l'ai partout où je vais. Donc, j'arrive donc à faire beaucoup de choses comme ça autour de moi. Et puis voilà. Incroyable. Donc, tu dis que tu as compétit, tu as fait des compètes à l'international et j'imagine que peut-être c'est par ce biais que la rencontre s'est faite avec ce qui est aujourd'hui. Anthony Obama. Ouais. Et tu es qui pour Anthony Obama aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on parle d'Anthony Obama à l'instant? On parle d'Anthony Obama parce que je te l'ai dit en off, je pense, je ne me souviens plus. Anthony Obama, je suis le manager d'Anthony Obama extra sportif. Je m'explique. En dehors de ses compétitions pour lesquelles il a un coach,
qu'il entraîne très bien et qu'il emmène dans toutes ses compétitions internationales. Toutes les activités d'Anthony Obama sur le plat, euh, sur la zone européenne, on va dire, toutes ces interventions, c'est moi qui les pilote, c'est moi qui m'assure que les conditions d'Anthony Obama sont respectées pour qu'il intervienne, que ce soit en invité dans un gala ou en invité pour un stage. Et le dernier exemple en date, j'en ai deux. Le premier, c'était qu'il est passé sur une chaîne média en ligne belge. C'est moi qui avais négocié toutes les conditions et vérifié que ces conditions sont respectées. Et ce week-end, celui qui vient de s'écouler, c'est-à-dire samedi dernier, il a intervenu dans une des ligues à Paris en stage de taekwondo. Il a été invité par la ligue. Donc, c'est moi qui étais en négociation avec la ligue jusqu'à la concrétisation de son arrivée, de son installation, de son retour et même des différentes conditions de participation au stage. Donc, je suis son manager extra-sportif. C'est moi qui gère et qui organise toutes ces interventions et ses déplacements. Mais comment est-ce que ça arrive à… Comment est-ce que déjà la connexion s'est faite? C'est quelqu'un avec qui tu as déjà compéti, vous étiez dans la même team ou le sport vous a fait vous rencontrer forcément, j'imagine? Comme je l'ai dit au début, je suis gabonais et lui aussi, il est gabonais. Donc voilà, déjà, il y a ça en lien. Ensuite, et vous n'êtes pas nombreux? C'est pas pour être péché, vous n'êtes pas nombreux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Gabon, c'est combien? C'est moins de 2 millions, non? Je crois que exactement. 1 million, 1 million 500, 1 million 600 à peu près. Donc, tout le monde connaît tout le monde. J'exagère un petit peu, mais c'est juste pour dire que ça doit être une petite sphère où presque tout le monde connaît quand même tout le monde quoi, dans le sport. Exact. Et oui, donc il y a ça. Et ensuite, Anthony, je me souviens, en 2012, il arrive en France il arrive en France en 2011, 2012. Il participe au tournoi à l'Open d'Espagne que moi j'avais eu à faire quelques années plus tôt, que j'avais perdu lamentablement au premier tour. Il fait l'Open. Et tu le dis là comme ça. Bah oui, parce que de toute façon aujourd'hui je fais plus de la compétition, donc ça va, je m'en fous. Il perd au premier tour. Enfin, moi je perds au premier tour, mais lui il arrive en 2012 et il gagne cette compétition-là. Et je sais comment cette compétition, le niveau était très relevé. Dans la même année, il devait aller, non, c'est en 2011. Dans la même année, il devait aller aux qualifications olympiques pour participer aux Jeux olympiques 2012. Il est parti aux qualifications et il s'est qualifié haut la main en battant le champion du monde en titre dans sa catégorie qui faisait 2 têtes de plus qu'Anthony Obama. Il l'a battu correctement. Et j'ai regardé les compétitions d'Anthony, les combats d'Anthony, j'ai vu en lui quelque chose de différent que je ne voyais pas dans les autres athlètes de taekwondo. Et là, un soir, je l'ai invité à un événement que j'organisais, enfin, pour lequel j'étais dans l'organisation. Et je l'ai invité en tant que VIP. Il venait d'avoir sa qualification olympique. Donc, on avait une personnalité qui venait à notre événement. Et je lui ai dit, Anthony, quoi qu'il arrive, tu vas faire une médaille aux Jeux olympiques. Il m'a dit, ouais, Didier, tu parles de quoi? Mais franchement, on ne se connaissait pas encore. Hein. Je lui ai dit, mais moi, je pense que tu feras une qualification, tu feras une médaille aux Jeux olympiques. Je ne sais pas encore laquelle, mais tu feras une médaille. Parce que j'ai vu ce que tu fais dans ton taekwondo, il est totalement différent. Il est parti aux Jeux olympiques. Pendant le défilé, je me rappelle, il défilait dans la cour olympique. J'ai changé de message avec lui. Et il a fait une médaille olympique. Il a fait deuxième, il a perdu en finale. Et depuis ce jour, on a gardé des rapports parce qu'il se souvient que je lui avais dit. Ouais. Et j'avais déjà remarqué qu'il avait un taekwondo totalement différent. Et des années plus tard, il vient me confier une partie de sa carrière, celle de gérer ses activités extrasportives en Europe. C'est certainement parce qu'il a vu en moi cette capacité de pouvoir gérer des choses et de pouvoir gérer autre chose avec un professionnalisme, on va dire, assez correct. Ouais. C'est incroyable. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà fait? Certes, tu as un petit peu baigné dans le domaine en tant qu'acteur, en tant que combattant, mais la partie management, c'est autre chose quand même. C'est un vrai boulot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est vraiment un vrai boulot d'aller comme ça, closer des gens, aller… Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais déjà comme ça, plus ou moins? Ou que tu avais déjà fait en off? Non, du tout. Juste que on n'en a pas parlé, mais bon, je veux le dire très vite. Je suis président d'une association, enfin, j'ai fini mon mandat. J'étais président d'une association qui s'appelle Action Prépa Gabon. C'est l'association des étudiants et des anciens étudiants des classes préparatoires scientifiques du Gabon. Alors là, on fait bien le rattachement avec ce que j'ai dit au tout début. J'ai fait les classes préparatoires au Gabon. Et quand on fait les classes préparatoires maths sup maths au Gabon, on vient en France, on passe les concours, on intègre les écoles d'ingénieurs, on obtient notre diplôme d'ingénieur, on commence à travailler. 9 fois sur 10, on reste en France. Donc, il fallait fédérer ces anciens étudiants de maths sup
via cette association Action Peuple Gabon qui exerce, qui a été créée en 2009 et qui jusqu'à aujourd'hui existe encore. Donc, je suis président de cette association et à l'occasion de mon mi-mandat, donc en novembre 2018, j'ai organisé un gala qui s'appelait le Gala Classe. Et j'ai fait venir, il était sous le parrainage d'Anthony Obama. De par ma relation avec lui, je lui avais proposé d'être parrain de l'événement. Il a accepté et il est venu. Sauf qu'en l'invitant, content de la voir, je lui ai dit, quand tu arrives à l'aéroport, je viendrai te chercher et je vais t'installer dans ton hôtel et ainsi de suite. Je lui ai présenté toutes les conditions. Étant moi-même la tête dans le guidon et dans l'organisation de l'événement, quand il a atterri, je suis allé le chercher en retard à l'aéroport. Il a patienté pendant un bon moment quand même. Et ensuite, l'hôtel que j'avais réservé ne répondait pas à ses conditions. Il n'a pas trouvé ça agréable, donc il est allé réserver lui-même un deuxième hôtel. Et la voiture que j'avais, bon, c'était une voiture que je devais aussi utiliser moi-même pour mes déplacements, donc lui, ça le paralysait. Ça commençait pas bien, là. Voilà. Et donc, c'est quand on est sorti de cet événement qu'il a vraiment apprécié, hein, l'événement, le Gala Classe, ça fait vraiment parler de lui dans le milieu africain. Moi, j'ai pris du recul et j'ai regardé ce que j'ai fait, ce que j'ai raté sur lui. Et je lui ai dit, Anthony, en fait, je me souviens que je suis venu te chercher à l'aéroport, mais avec du retard. Je me souviens que les conditions de ton arrivée n'étaient pas signées, closées. Et puis, c'est pas digne de ta personnalité, quoi. À un moment donné, il faudrait qu'on se respecte entre nous, même si on est amis. Et c'est comme ça que est parti. C'est là qu'est parti. Et il a vu que j'ai appris de mon erreur et il m'a proposé d'être celui-là qui pourrait négocier pour lui. Et même si c'était en erreur, il a vu en fait qu'il y avait une faille, qu'il avait besoin de quelqu'un. Parce qu'il ne va pas le faire lui-même, il a s'occupé avec ces trucs là-bas. Il a vu qu'il y avait une faille peut-être si, pour ce genre de choses que c'est mieux peut-être de déléguer. Parce que j'imagine qu'il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas une entité qui s'occupait d'organiser ce genre de trucs avant. C'est toi qui es arrivé, qui a créé le truc et tu l'as fait, quoi. Exact. C'est ouf, ça. Lui, c'est ouf, tu crées un truc qui n'existait pas. Ben lui, ça l'allège parce que il peut se concentrer sur son tatami, il peut se concentrer sur ses entraînements, ses compétitions. Il est sollicité tout le temps. Dès qu'on a une personnalité, on est sollicité pour intervenir, pour participer aux conférences et ainsi de suite. Et lui, il est sollicité pour ça. Mais au lieu de rentrer dans la négociation avec lui, qui va peut-être impacter sur son heure d'entraînement ou bien son heure de repos, ou même sur sa capacité à négocier parce qu'il n'a pas le même affect que quelqu'un qui vient négocier vraiment pour trouver le bon deal. Pas juste pour être influé par le fait que ouais, il faut aider, c'était la sauce et tout. En fait, la partie business que toi tu as en fait. Exactement. Ouais, c'est cool ça, franchement. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu le manager d'Anthony Obama. C'est magnifique. Ah, merci beaucoup Didier, merci beaucoup pour ce partage. Et comme je l'ai dit, on va mettre tous les liens dont on a parlé pendant l'épisode en description. Et on reste réactif, soit Didier, soit moi. S'il y a n'importe quelle question, vous pouvez répondre en commentaire ou nous adresser directement sur LinkedIn. J'imagine on t'écrit sur LinkedIn, non? Oui, totalement. Okay. Didier Simba sur LinkedIn, Didier Simba sur Facebook. Parfait. Didier, j'aurais encore une question. Dis-moi, j'imagine que tu progresses encore. Comment est-ce que tu progresses? J'essaie d'identifier tous les 6 mois, j'essaie de m'asseoir. Je me consacre un jour tous les 6 mois où je ne touche à rien autour de moi et je me redessine tout ce que j'ai fait et tout ce que je n'ai pas fait. Et j'identifie mes axes d'amélioration ou alors en discutant beaucoup avec des gens et surtout avec les plus jeunes, parce que je trouve qu'on apprend beaucoup avec le plus jeune, parce que lui, il est innocent et il te dit ce qu'il pense comme il le pense. Donc, et c'est avec eux que j'apprends sur ce que j'ai envie d'améliorer et je lui demande, à ton avis, comment je pourrais faire ça? Et naturellement, il me dit, moi, je crois que tu peux faire ça. Pour lui, c'est parfois anodin, mais derrière, moi, ça me permet de vraiment m'améliorer et de continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Dit comme ça, on a envie de se demander, oui, mais le plus jeune, il ne dira rien sur la SSI. Oui, sur la sécurité système d'information, il ne dira rien. Mais si j'ai envie de lui dire, ouais, par exemple, j'ai du mal à échanger avec ma chef, je dis n'importe quoi, par exemple. J'ai du mal à échanger avec ma chef parce que ma chef, elle est assez fermée. Il me dira, ben, moi, j'irai lui dire ça comme ça. Ce sera une réponse comme une autre qui peut-être pour lui, il le met dans un certain contexte qui est propre à lui, mais qui arrive à déclencher des choses en moi. Donc, j'insiste encore, je progresse vraiment avec les plus jeunes et je trouve que c'est des personnes qui ont une connaissance brute qui est très bénéfique pour moi et c'est comme ça que je progresse. Ouais.
Excellent. Vu que tu sais sans doute que le concept de l'émission, j'offre toujours des bouquins à mes invités. Or, cette interview, c'est quelque chose on a préparé. On n'a pas vraiment préparé. On l'a directement programmé comme ça, vite fait. J'ai pas eu le temps d'apprêter quelque chose pour toi parce que le Oui. bouquin, je l'offre pas au hasard. Je prends souvent le temps un petit peu d'étudier la personne et d'offrir un bouquin qui pourrait plaire à la personne. Donc, ça, c'est ce que je pourrais faire en off. Et sinon, est-ce que toi, tu as des bouquins comme ça que tu conseilles comme ça aux gens ou que tu penses qu'ils pourraient aider? Ça peut être dans le business, ça peut être aussi plus comme ça de façon culturelle ou juste pour détendre un petit peu l'atmosphère. J'ai j'ai envie de te répondre, il faut lire mon bouquin. Non. Tu vas pas Ah, me dire que tu as écrit un ah, bouquin? Non. je n'ai pas dit ça, non. Oui, Non, c'est une blague, non? oui, oui. Non, non, c'est vrai. Vraiment? Oui, oui. Sur Internet, on trouve mon livre qui s'appelle Didier Simba, auteur aux éditions BOD, BOD. Le titre, c'est En plus, Moi tu président. as fait son truc. Tu es parti sur un éditeur traditionnel, c'est pas les trucs d'Amazon et tout ça. Non, 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 non. L'auteur, c'est le titre, c'est Moi président. Pourquoi moi président? C'est bien entendu l'anaphore Là, tu qui a été t'entraînes. On utilisée voit par le vraiment que j'ai président. pas préparé l'interview là. Là, je suis coaché. On se voit là, ma bouche est toute ouverte, mais c'est Oui, c'est incroyable. vrai. C'est Ah, vrai. Le titre, comme je disais, je vais me le titre, précipiter c'est de Moi mettre ça en président. commentaire et moi de le booker pour voir un petit peu. En plus, le titre, c'est moi président. Et Tu dans, peux nous dire brièvement de ce dont il est question? alors, moi président, comme je disais, Sans c'est spoiler, bien l'anaphore. sûr. Ouais, c'est l'anaphore du président de Hollande qui disait qu'il était président. Mais moi, en fait, quand on lit le titre, moi, virgule, président du plus grand réseau d'ingénieurs d'issus du Gabon, c'est ça le titre tout entier. Le moi, c'est parce que dans un premier temps, je parle de moi, le jeune étudiant issu d'une famille de 10 enfants qui croyait en ses rêves, et non, qui plus tard est devenu président de l'association Action Prépa Gabon. Donc, c'est ce que je raconte. Qu'est-ce que c'est que l'association? Par lesquelles difficultés je suis passé, comment je suis arrivé dans ça. Et puis, pour moi, ça parle, comme je dis, hein, je m'inspire beaucoup des jeunes. Ça parle beaucoup plus aux jeunes qui parfois se demandent par où je passe, qu'est-ce que je fais. Ce sont des questions que je me suis posées. Et donc, en écrivant ça, j'ai envie de leur expliquer que, à eux et aux aînés aussi, hein, bien sûr, leur expliquer qu'on ne peut pas s'arrêter sur nos difficultés pour dire je n'arrive pas à faire ceci, et puis voilà. Non, j'étais petit, j'ai cru en mes rêves. Aujourd'hui, je suis devenu président, bah, je peux toujours continuer à croire en mes rêves et je vois bien les choses se réaliser les unes après les autres. Sur Internet, on trouve Didier Simba, moi, président du plus grand réseau Wow, d'ingénieurs c'est issus du Gabon. incroyable. Là, tu viens de me, tu viens de me couper le souffle. Là. Non, ça, on est à presque plus d'une heure trente là. Juste ce bouquin, ça mérite un épisode en entier. Il faudra que tu reviennes sur le podcast pour faire un truc, pour nous parler de ce bouquin. Comme ça me donne le temps d'aller un petit peu lire ça. Incroyable. Donc, on retient Sur un seul YouTube, bouquin aujourd'hui. Pardon? Sur YouTube également, tu pourras. J'étais passé sur l'émission Les mots et débats sur Télé Sud pour présenter Mhm. mon livre. Donc sur YouTube, on retrouve la vidéo de ce livre aussi. Donc, et je suis même en train de terminer je suis en relecture de mon deuxième bouquin, donc je tairai quand même le titre, et en finition de mon troisième bouquin, qui lui, je peux quand même l'annoncer, c'est un recueil de contes africains, simplement. Comment Oui, c'est, il y a une quand je suis dans les catégorie de personnes, je comprends pas comment, si c'est démultiplie ou bien si il faut absolument que tu reviennes sur l'émission pour déjà qu'on parle de ce précédent bouquin et j'imagine pour ce moment-là que tu ne parles de l'actuel bouquin qui va sûrement sortir dans les prochaines semaines. Ça, il faut absolument que. Et là, j'ai le temps, j'aurai comme ça le temps d'aller creuser un petit peu à l'intérieur. C'est incroyable ça. Ok, C'est ce incroyable. sera avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup Didier. C'était vraiment incroyable cet échange. Donc, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, n'hésitez pas si vous vous lancez, si vous êtes déjà lancé et que vous pensez que vous entrez dans l'une des catégories qui ont été mentionnées plus tôt, postulez. On va mettre le lien du site dans la description et je vais mettre aussi le lien du bouquin et tous les liens afférents. Ce sont des choses qui sont faites par nous et pour nous. Merci Didier et à la prochaine. Merci Guy. À la prochaine. Au revoir.